Oh, merci. Félicitations Olivier. La Société de gérontologie et de gériatrie d'Île-de-France est vraiment heureuse de se joindre à l'hôpital Broca et toute l'équipe pour réussir cette première journée dans Paris. On a dit journée plaisir, on ne va pas s'en priver. Plaisir parce que on se retrouve ensemble, parce qu'il y a un état d'esprit qui nous rassemble, et puis il y aura aussi travail, et c'est du travail et de ces échanges en fait qu'on va pouvoir bénéficier tous ensemble. On va pas tarder, je voudrais appeler le professeur Hamon à prononcer sa première intervention. Donc on est dans la session concernant le parcours de soins, et là on va parler de fragilité et de la place du gériatre dans le concept de la fragilité. Donc je vais commencer par... c'est quand même assez nouveau, hein, cette notion de fragilité. Fragilité de la personne âgée, ça passe un peu à toutes les sauces. Hein. Personne âgée fragile, toutes les personnes âgées sont fragiles. On a maintenant une définition clinique de la fragilité. Donc on peut utiliser cette définition clinique et vous allez voir à quoi ça sert, ce concept, et quel est notre rôle à nous, gériatres, dans le développement des parcours de soins qui vont se mettre en place, le repérage de la fragilité, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens et dans quel objectif. Et donc c'est vraiment une fragilité définie par un certain nombre de critères cliniques sur lesquels je vais revenir. Alors on va parler, c'est Antonio qui va parler tout à l'heure de l'expérience PAERPA. Vous savez qu'il y a eu un rapport, un PAERPA, ça veut dire personne âgée en risque de perte d'autonomie. Donc c'est un acronyme que la plupart d'entre vous connaissez, mais qu'on va voir de plus en plus. Il y a eu un rapport qui a été fait, et donc une mise au point sur un certain nombre de données épidémiologiques en France. Et donc après 75 ans, vous savez, les gens âgés ont des pathologies. 85% des gens ont au moins une pathologie. 57% sont en ALD. Donc vous voyez quand même, après 75 ans, plus d'une personne sur deux est en ALD. Autre chiffre qui est assez impressionnant, 33%, ça c'est des données de 2010, de la CNAM, 33% sont hospitalisés au moins une fois. Donc vous voyez que sur la qualité de vie, au moins une fois, 1 sur 3 a été à l'hôpital en 2010. Alors dans les pathologies, les gens ont plusieurs pathologies, et les pathologies les plus fréquentes sont les pathologies cardiovasculaires. Vous voyez que 30% souffrent au moins d'une pathologie cardiovasculaire. Alors ce chiffre aussi est impressionnant, données de la CNAM 2010, 7 molécules ont été délivrées au moins 3 fois par an. Donc les gens sont allés à la pharmacie chercher au moins 3 fois par an, c'est comme ça qu'on définit les traitements chroniques, 7 médicaments, 7 molécules différentes. Donc c'est sûr que ça fait quand même beaucoup de médicaments et on voit bien la complexité de la prise en charge. Et puis quand on reprend les facteurs majeurs d'hospitalisation, il y a 4 facteurs majeurs d'hospitalisation. Numéro 1, la iatrogénie, les chutes, la dénutrition et la dépression. Et donc vous voyez, ça sont 4 éléments sur lesquels, c'est pas des maladies, vous voyez que ce sont ce qu'on appelle des syndromes gériatriques, il peut y avoir plusieurs maladies qui vont expliquer les chutes, plusieurs pathologies qui expliquent la dénutrition. On n'est plus vraiment sur des maladies, on est vraiment sur les syndromes gériatriques sur lesquels on va voir si on peut avoir une action préventive. Et donc iatrogénie, chute, dénutrition, dépression. Alors une notion aussi qui est importante, qu'on a maintenant en France, vous savez que l'espérance de vie à la naissance continue d'augmenter. Nous en gériatrie, c'est pas forcément le truc qui nous importe le plus, que les gens, comme nous a dit Françoise tout à l'heure, vivent jusqu'à 120 ans. Ce qui nous importe, c'est de vivre avec une bonne qualité de vie sans perte d'autonomie. Et on sait que depuis quelques temps, malheureusement, on a toujours cette augmentation de l'espérance de vie, mais l'espérance de vie augmente, mais par contre, quand on regarde l'espérance de vie sans incapacité, et surtout chez les femmes, vous voyez qu'elle a tendance à diminuer, quelle que soit la façon de calculer.
moins 4%, moins 25%, moins 7%, moins 22%. Donc l'espérance de vie augmente, mais par contre l'espérance de vie sans incapacité diminue. Ça veut dire qu'on vit de plus en plus vieux, mais malheureusement à la fin, on a une perte d'autonomie. D'où l'objectif de mettre en place des programmes pour retarder cette entrée dans la perte d'autonomie, puisque c'est malheureusement ce qu'on observe. Alors du coup, la définition de la personne âgée change. On ne parle plus d'une personne âgée uniquement sur la variable âge. Vous savez que d'habitude on définit une personne âgée supérieure à 75 ans, mais ça ne veut plus dire grand-chose. Et donc on s'attelle maintenant à essayer de définir les personnes âgées en trois catégories. On a les gens qui ont ce qu'on appelle un vieillissement réussi. Donc ça, ce sont les personnes âgées en bonne santé, qui ont peu de comorbidités, peu de maladies, pas de syndrome gériatrique. On a malheureusement ici les personnes âgées dites dépendantes. Donc là, malheureusement, il y a une perte d'autonomie. Alors vous voyez, quand on voit les chiffres, 50% après 65 ans. Les dépendants, c'est 5 à 10% après 65 ans, mais malheureusement, ça augmente quand on a 80 ans. Et puis, entre les deux, on a justement ce qu'on appelle ces personnes âgées fragiles qui ne sont pas encore dépendants, qui ne sont plus complètement en bonne santé, et qui sont ces personnes chez qui, vous voyez, il y a le risque de descendre vers la dépendance, mais là, on peut espérer qu'on peut agir en prévention pour laisser rester ici, ou même, vous voyez, on peut remonter, la flèche remonte, revenir en bonne santé. Alors que quand on est dépendant, malheureusement, si j'ai fait un AVC, si je suis grabataire, je ne peux plus remonter vers le haut. Donc l'objectif, c'est essayer de repérer ces gens fragiles. Il y a eu plusieurs travaux scientifiques qui ont été faits pour déterminer est-ce que c'est avec un test biologique, est-ce que c'est avec des tests cliniques, et on va voir qu'il y a un certain nombre de tests qui vont le démontrer. Qu'est-ce que c'est que cette fragilité? On en parle beaucoup. En anglais, on appelle ça la frailty. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une diminution de nos capacités de réserve, qui vont altérer nos mécanismes d'adaptation au stress, à la situation aiguë. Je ne vais pas trop mal, et puis j'ai eu une situation aiguë, une chute, une infection, et bien j'étais là au bord de la falaise, et hop, je tombe du côté de la dépendance. Donc il faut essayer de repérer ces personnes qui vont avoir donc une réduction de leur capacité de réserve, que ce soit cérébral, endocrinien, musculaire, cardiovasculaire. Ils sont fragiles, et s'il y a un événement aigu, ils peuvent tomber sur des événements pathologiques et rentrer dans la dépendance. Alors avec la Société française de gériatrie et gérontologie, on a fait un texte avec Gilles Berru, qui était un consensus qui permet de définir les conséquences de ce qu'on appelle, pour être clair, on appelle ça un syndrome de fragilité qui va répondre, on va voir, à un certain nombre d'items. Et c'est pour ça que les gériatres, on doit expliquer, parce que la plupart des collègues, patients fragiles, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Il y a maintenant un syndrome avec des définitions qui existent. Et ce syndrome, quand on le définit, vous voyez que c'est associé à un risque de mortalité, de perte de déclin fonctionnel, de chute, d'hospitalisation, d'entrée en institution. Donc on va définir un syndrome qui est associé à la perte d'autonomie. Alors ce syndrome, il est défini sur des critères cliniques. On appelle ça les critères de Fried. C'est une collègue qui s'appelle Linda Fried qui a défini ces critères-là. Vous voyez que vous avez 5 critères. La perte de poids. Si on perd du poids, plus de 4,5 kg par an, de façon involontaire, c'est pas si on a fait un régime, eh bien c'est le premier critère. Le second, c'est la fatigue. La fatigue, et on voit beaucoup de personnes âgées qui nous disent c'est vrai que là, seulement je suis fatigué, je sors plus, je reste chez moi. Donc épuisé, fatigué fréquemment. Troisième critère, absence d'activité physique. Soit les gens ne sortent plus de chez eux, aucune activité physique, ou alors moins de 1 à 2 marches par semaine. Quatrième critère, qui est un critère très pertinent quand on voit nos patients âgés, c'est la vitesse de marche. Vous voyez quelqu'un qui arrive en consultation, qui marche bien et tout, celui-là il va pas mal, et puis la personne qui arrive, qui marche tout doucement, une vitesse de marche inférieure, alors la vraie définition c'est 0,8, mais en fait en général on prend 1 mètre par seconde. Si on marche à moins d'1 mètre par seconde, un critère de fragilité. Et puis il y a la faiblesse musculaire, qui est le dernier critère,
Alors on peut le mesurer avec des appareils, vous savez, on peut utiliser les hand grips, mais un bon test aussi, c'est le lever de chaise. On demande à la personne de se lever 5 fois de sa chaise. Si elle n'est pas capable de le faire, ou alors elle est obligée de céder des bras, c'est pathologique. Donc vous voyez, c'est 5 critères qui sont très simples. 5 critères. Si vous n'avez aucun de ces critères, ben vous n'êtes pas fragile. Si vous avez 3 ou plus sur ces 5, vous êtes fragile. Et puis si vous êtes 1 ou 2, vous êtes entre les deux très fragile. Donc ces 5 critères, il faut vraiment qu'on s'habitue à les rechercher et surtout à informer nos collègues des autres spécialités et nos collègues médecins généralistes à les rechercher, puisqu'on va voir que ces 5 critères, ils sont hyper pertinents du risque de perte d'autonomie. Alors les premiers travaux, vous voyez, datent des années 2000, de l'équipe de Linda Fried. Si j'ai aucun de critères, je suis robuste, vous voyez que ma survie reste bonne. Si malheureusement j'ai 3 critères ou plus, la survie elle est beaucoup moins bonne. Et puis si je suis avec 1 ou 2 critères, je suis entre les deux. Il y a eu une analyse dans le Lancet récemment qui reprend toutes les études qui ont recherché la pertinence de ces critères de fragilité. Alors je ne vous montre pas tous les chiffres, mais vous voyez que c'est associé de façon significative aux chutes. Si j'ai de ces critères-là, eh bien, j'augmente mon risque de chute, plusieurs années plus tard, de perte d'autonomie, d'hospitalisation, d'entrée en institution et de mortalité. Donc, vous voyez tous les critères que je vous avais mis sur la diapo repris par la Société française de gériatrie et gérontologie. Alors un exemple, par exemple, vous prenez des Canadiens, 2000 Canadiens de plus de 70 ans, on regarde ceux qui vont mourir 5 ans plus tard. Alors ce qui est impressionnant, c'est que vous savez, on est habitué à dire que le diabète, c'est une maladie très grave chez les patients. Vous voyez, quand on compare le risque de mortalité des diabétiques, donc ils augmentent leur risque de mortalité 1,42, ça veut dire 42%. 42% d'augmentation du risque de mortalité. Mais vous voyez, quand on regarde la fragilité, l'augmentation est encore plus importante. C'est encore plus pertinent du risque de mortalité qu'une maladie comme le diabète. Alors oui, ces 5 critères qui ne paraissent pas très... en fait, ils sont super importants à repérer. Et vous voyez, ça augmente de pratiquement 3 fois le risque de mortalité si on a un de ces critères-là. Alors la Société française de gériatrie a travaillé avec la HAS et on a émis des recommandations qui s'appellent des fiches où on va expliquer à quoi ça sert de repérer la fragilité. Et vous avez sur une petite fiche qui fait 4 pages tout le résumé du topo que je fais là. Et vous voyez qu'on dit que le repérage de la fragilité, selon ces 5 items, permet de prédire le risque de perte d'autonomie avec un niveau de preuve élevé. Vous savez, la Haute Autorité de Santé, pour marquer le niveau de preuve élevé, c'est qu'il faut qu'il y ait plein d'études. Donc la plaque, là où je vous ai juste entouré, en fait, il y a des milliers de patients qui sont inclus dans ces études-là. Et vous avez 3 sur les 5 critères, et c'est vraiment un facteur de risque avec un niveau de preuve très élevé. Donc perte d'autonomie, chute, entrée en institution, décès, hospitalisation. Tous ces critères sont très associés à si je ne marche pas beaucoup, si je ne sors plus, et si je suis fatigué par exemple. Tout l'objectif, c'est donc de repérer des gens qui sont à risque. Ils ne sont pas encore dépendants, mais ils vont devenir dépendants si on ne fait rien. Dans les 5 ans, il va se passer quelque chose. Donc il faut les repérer. Ils sont ici, et il faut essayer de les maintenir ici, voire même à les ramener à l'état de robuste. Et donc pour ça, il y a plein de recherches qui se sont faites. Quelles sont les possibilités ? On va voir qu'il y a des possibilités nutritionnelles. L'activité physique, on sait tous que c'est intéressant, mais il faut quand même le dire, il faut absolument le mettre en œuvre, parce que souvent on dit aux patients, mais on ne se bat pas suffisamment pour être certain qu'ils le font vraiment. Prendre en compte les problèmes sociaux, les problèmes de dépression. Et puis vous allez voir qu'il y a toute une recherche actuellement sur des traitements, parce que vous avez bien vu que tout ça tourne autour d'une pathologie qui s'appelle la sarcopénie, la perte de masse musculaire qui fait que je vais marcher moins vite, risquer de tomber. Et donc la lutte contre cette sarcopénie, il y a des médicaments maintenant qui sont à l'essai. Donc repérer la fragilité, si je reprends la fiche HAS, l'objectif c'est de retarder la dépendance. Il faut repérer ces patients-là. Alors ces patients-là, on ne les voit pas forcément, nous, en gériatrie. Nous, les patients qu'on voit en gériatrie, ils sont souvent déjà au stade dépassé de la fragilité, ils sont plutôt déjà dépendants.
Mais par contre, on peut travailler sur de la prévention. Moi, je fais de la cardiologie à un moment. En cardiologie, il y a toute une partie où on s'occupe des gens malades, mais il y a aussi toute une partie où il y a de la prévention, l'hypertension artérielle, le cholestérol, et c'est d'ailleurs ça qui a contribué à la réduction de la mortalité en France. Bien, en gériatrie, on doit faire pareil. On s'occupe des gens dépendants, polypathologiques, mais il faut aussi qu'on développe une activité qui est une activité de prévention. On a maintenant un outil, les 5 items, qui nous permettent de repérer les gens fragiles. Il faut travailler avec la médecine générale, avec les associations, pour pouvoir repérer ces personnes-là et ensuite mettre en place on va voir, ce sont des plateformes de repérage, d'évaluation plutôt, pour proposer des interventions. Alors, il y a des critères, vous avez vu les critères de Fried, avec la HAS et l'équipe du Gérontopôle de Toulouse, on a proposé une fiche, donc où on répond oui ou non, vous voyez, le patient a-t-il perdu du poids, est-il plus fatigué, vous retrouvez tous les critères de Fried, a-t-il plus de difficultés pour se déplacer, et puis un certain nombre de critères, un critère cognitif qui a été rajouté par rapport à la grille de Fried, parce qu'il y a aussi toute une pensée de gens qui se disent, c'est vrai que quand on a des petits troubles cognitifs débutants, c'est probablement un signe de fragilité, qui n'avait pas été évalué par Fried. Son hypothèse est vraiment la sarcopénie, mais on pense aussi que la perte cognitive est un élément d'entrée dans la fragilité. Et puis un élément social, le patient vit-il seul? C'est sûr que quand on est tout seul, on est plus exposé à une perte d'autonomie. Et a-t-il une vitesse de marche ralentie? Donc vous voyez que ce repérage est proposé notamment aux médecins généralistes qui repèrent les patients. Et si on répond une fois oui, on peut dire que le patient est fragile. Et puis on implique aussi le médecin. Vous voyez, votre patient, si vous avez répondu oui, votre patient vous paraît-il fragile? Et c'est vrai que les médecins, quand on discute avec les médecins généralistes, ils ont cette impression de fragilité, même s'ils n'avaient pas mis les items selon les critères qui sont maintenant définis. En fait, ils peuvent repérer un petit peu les gens fragiles. Alors la fragilité, la prévalence, globalement c'est 10%, mais c'est variable en fonction de l'âge. Et vous voyez que ça peut passer de 4% à 26% chez les personnes les plus âgées. Donc, il y a un intérêt à repérer la fragilité. Maintenant, à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut intervenir? Je vous ai dit, on repère, et l'objectif, c'est réduire le risque de perte d'autonomie. Et bien là aussi, il y a des preuves. Il y a eu plein d'études qui montrent quoi? Le rôle du gériatre, des interventions gériatriques fondées sur l'EGS, l'évaluation gériatrique standardisée. C'est-à-dire si on fait vraiment toute l'évaluation telle qu'elle est recommandée, en coopération avec les acteurs de soins primaires, donc avec la médecine générale, avec les soignants, eh bien, va réduire le risque d'hospitalisation. Donc si on fait toute une évaluation, eh bien, on va être bénéfique sur la réduction du risque de perte d'autonomie. Et là encore, il y a plein d'études. Vous pouvez aller sur la fiche de la HAS, vous voyez que un certain nombre d'études, 31 études randomisées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tirés au sort, vous avez l'intervention gériatrique, et de l'autre côté, vous n'avez pas l'intervention gériatrique. Eh bien, ceux qui ont eu l'intervention gériatrique ont été moins hospitalisés, et vous voyez, la HAS met le niveau de preuve 1. C'est le plus fort, vous avez, c'est le niveau de preuve indiscutable. Et vous savez que pour qu'on dise qu'une intervention est bénéfique, il faut au moins 2 études de niveau 1. On a 2 études de niveau 1, vous voyez, c'est même plus que 2 études, c'est des méta-analyses avec 24 études ici et 9 études ici. Donc on a plus de 30 études randomisées qui montrent le bénéfice de nos interventions, interventions gériatriques. Et puis après, il y a des études de cohorte. Alors là, c'est pas randomisé, simplement on suit des gens qui ont eu des interventions, près de 150 000 personnes, et là aussi, eh bien, un niveau de preuve, vous voyez, 2, donc c'est le deuxième niveau juste après les essais randomisés. Donc on a des preuves scientifiques qui sont retenues par la Haute Autorité de Santé. Alors par exemple, là je vous montre rapidement une étude qui a été publiée assez récemment. Il y a des gens qui ont l'intervention gériatrique, d'autres personnes qui n'ont pas l'intervention gériatrique, ce sont des gens fragiles. Vous voyez, quand on regarde le décès, l'entrée en institution, de façon significative, il y a 16% d'un côté, 28% de l'autre, il y en a beaucoup moins quand on a eu l'intervention gériatrique. Là aussi on peut regarder, vous voyez que ce sont des gens qui étaient fragiles et qui vont réverser, qui vont redevenir robustes. Donc les interventions peuvent permettre de revenir, et vous voyez qu'il y en a 30% qui sont revenus
du bon côté. Et puis, dans l'autre côté, des gens qui étaient fragiles, qui étaient normaux et qui vont devenir fragiles, eh bien dans le groupe contrôle, car il y en a eu, il y en a plus, et il y en a moins dans le groupe intervention. Donc on peut revenir en arrière, et on va moins s'aggraver quand on a cette intervention gériatrique. Donc, où peut être fait l'intervention gériatrique? Ça c'est important, vous voyez qu'on va se mettre en œuvre pour que ça puisse être fait soit en hôpital de jour, soit en ambulatoire avec les équipes mobiles ou les réseaux de santé. Donc tout le monde peut faire cette évaluation gériatrique, ça dépend des territoires, des organisations, soit c'est à l'hôpital de jour, soit c'est une équipe mobile gériatrique, soit c'est un réseau, mais il faut faire cette évaluation et ça a été bénéfique. Donc le modèle, c'est celui-ci. Le modèle, c'est qu'il y a un repérage en ville par les médecins traitants, par les associations. Il y a une évaluation gériatrique qui est faite, soit sur une plateforme, soit équipe mobile ou réseau. Et puis ensuite, on va donner ce qu'on appelle un plan personnalisé de soins. On va proposer une prise en charge des interventions qui vont pouvoir être, on va revenir rapidement, nutritionnelles, de l'activité physique ou éventuellement, s'il y a des troubles cognitifs, des stimulations cognitives. Donc il faut repérer, évaluer et agir. Alors là, je vous ai montré ces journées de Broca. Donc ça, c'est l'équipe de l'hôpital Broca. Comment est-ce qu'on fait l'intervention multidisciplinaire? Vous voyez que moi je suis là. Après, vous avez le professeur Anne-Sophie Rigaud qui est là. Et puis on a toute l'équipe que vous verrez lors de la journée. Donc tout le monde est là. Il y a le docteur, il y a les infirmières, diététiciennes, les STAPS, sont les professeurs d'éducation physique qui vont donner des conseils, les neuropsychologues. Donc on a toute une évaluation multidisciplinaire. Et puis ce qui a lancé et boosté notre évaluation, c'est qu'on a recruté une infirmière. Et effectivement, depuis, la consultation, elle est bourrée. L'évaluation, donc, je ne vais pas revenir, mais vous voyez qu'on fait tout ça, c'est tout ce que vous voyez sur la fiche HAS. On va regarder les médicaments, les fonctions cognitives, la dépression, déficit sensoriel. On a été très surpris par la vision. Quand on fait systématiquement un examen de la vision, au début, moi je disais aux infirmières, non, il faut que les patients gardent leurs lunettes pour les... Et en fait, non, avec les lunettes, ils ne voyaient rien. Donc il y a toute une prise en charge qui est insuffisante sur la vision. L'état bucco-dentaire, l'état nutritionnel, donc on fait toute cette évaluation que le médecin généraliste ne peut pas faire parce que ça prend trop de temps. Par contre, si on fait vraiment toute cette évaluation, eh bien on est bénéfique pour les patients. Étude de la marche, de l'autonomie, toute la partie bien sûr sur le statut économique et social. Et donc à la fin, on va pouvoir instruire ce qu'on appelle le fameux PPS, le plan personnalisé de soins. Alors vous voyez ce qu'on peut faire, pour la sarcopénie, on mesure la force musculaire. Et puis on a un certain nombre de centres, comme celui de Gilles Berru aussi, on a un tapis de marche où on peut évaluer la vitesse de marche. Mais vous voyez, on évalue plein de paramètres. Est-ce que les gens marchent tout droit? La distance entre les pas, là vous voyez que la distance là et là n'est pas la même. Est-ce qu'on commence d'abord par attaquer avec le talon ou la plante du pied? Donc il y a toute une série de paramètres qu'on peut évaluer. La prise en charge, donc on va faire ce fameux plan personnalisé de soins où on va proposer des activités physiques, nutritionnelles, revoir les médicaments et mettre en place des aides sociales. Alors, activité physique, on peut proposer plusieurs sortes d'activités physiques aux patients. Il y a des gens qui préfèrent faire des exercices tout seuls, donc on leur montre les exercices, ils se mettent chez eux et ensuite ils font les exercices. Il y en a qui préfèrent faire ça en groupe et qui sont encore bien, là, qui vont aller marcher. Et puis ça, c'est à Broca. Vous voyez qu'on a pris un certain nombre de vélos et ils viennent en groupe faire du vélo dans des exercices, dans des séries d'exercices. De faire cette intervention physique, les études montrent, vous voyez, qu'on a près de 100 000 bonhommes. Quand on regarde l'efficacité, on réduit de 10%, et vous voyez qu'on réduit de 10% l'entrée en institution, l'hospitalisation et les chutes. Donc il y a vraiment un bénéfice. La nutrition, on suit les recommandations de l'HAS, donc expliquer, et c'est la diététicienne qui va expliquer. Chaque fois qu'il y a une dénutrition, il faut rechercher une cause, et on est tombé de temps en temps sur des patients qui avaient des cancers qui n'étaient pas encore diagnostiqués. Et puis ensuite, on suit les repères et les conseils du PNNS, et notamment, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font encore des régimes, donc il faut expliquer qu'on peut faire encore
ce qu'on appelle l'enrichissement de l'alimentation. On a le droit de manger du fromage, des œufs, de la crème fraîche, alors que des fois les gens ils ont fait des régimes quand ils étaient plus jeunes. Donc, quand on est plus vieux, on a le droit de manger correctement. Et puis, si les conseils ne suffisent pas, on peut donner des compléments alimentaires. Et vous voyez que quand on donne des compléments alimentaires à des gens qui sont dénutris, ça réduit de 34% la mortalité. Donc de donner des compléments nutritionnels oraux, c'est un bénéfice. Ensuite, pour finir, on donne des conseils sur l'optimisation thérapeutique. Là encore, on suit les recommandations de la HAS, donc on regarde les pathologies, les médicaments, on voit s'il y a bien une corrélation, puis des fois, vous voyez qu'il y a un médicament qui est donné, et on ne sait pas très bien pourquoi il a été donné. On regarde, c'est qu'il y a des listes de médicaments, et en France, on retient une liste qui s'appelle la liste de La Roche, de médicaments qui sont inappropriés chez les personnes âgées. Alors, je vous les ai mis là. Donc, vous voyez, on regarde sur ces médicaments. Alors, vous voyez que des fois, vous tombez sur le Médiatensil, par exemple, le Rythmodent, l'Aldomède, le Lexomil, un certain nombre de médicaments qui sont contre-indiqués. Il y en a qu'il ne faut pas donner, c'est le Lysanxia. Il y a 65 heures de demi-vie. Si vous donnez le Lysanxia à un vieux, il va dormir pendant un bon moment. Et puis tous ces médicaments-là, qui sont des médicaments qui sont peu efficaces, qui sont des vasodilatateurs. Le Loxène, par exemple, Loxène 20, c'est pas bon non plus. Donc il y a tous ces médicaments de la liste et on trouve en général un ou deux médicaments qu'il faut changer. Pour terminer, il y a de la recherche aussi sur la recherche des médicaments qui peuvent lutter contre la sarcopénie. Donc il y a plein de recherches. Actuellement, la recherche la plus évoluée, c'est sur les antagonistes de la myostatine. Quand on antagonise cette protéine, eh bien, ça va faire augmenter la masse musculaire. Alors, il y a des essais, nous on a des études, donc on peut proposer aux gens qui sont sarcopéniques ces médicaments, c'est des perfusions d'anticorps monoclonaux. Et quand on fait ça à la souris, ça marche bien. La souris là, on lui injecte les anticorps, Schwarzenegger, souris qui prend plein de muscles, vous voyez que la masse musculaire là qui augmente. Et donc là, on a fait ça, et vous voyez, ça c'est un de mes patients, donc ça marche bien. Il a une masse musculaire, alors c'est pas vrai, c'est une blague. Mais on peut imaginer que si ces médicaments marchent, vous voyez que tous ces patients sarcopéniques qui chutent, on pourrait avoir des traitements à leur proposer. Donc pour conclure, vous voyez que le gériatre, il doit vraiment se placer maintenant au niveau de la prévention aussi, de la prévention de la perte d'autonomie. On a l'outil, on a ces items de fragilité qu'il faut diffuser. Donc maintenant on l'enseigne à tous les jeunes médecins, à tous les médecins généralistes, repérer ces patients-là. À nous ensuite de nous mettre en marche pour proposer des évaluations, soit des plateformes en hôpital de jour, soit en réseau, soit en équipe mobile, et ensuite de proposer des interventions. APA, c'est l'activité physique adaptée, la nutrition, la modification thérapeutique, et tout ça dans le cadre d'un plan personnalisé de soins. Et avec les patients, quand ils sortent de l'hôpital Broca, donc on a mis en place le questionnaire. Alors on a mis en place pour les médecins généralistes, il y a un numéro de téléphone direct, une docteure qui répond directement au téléphone, qui prend les rendez-vous, donc faciliter la prise en charge de ces personnes-là. Il y a 2 jours par semaine où il y a des patients qui viennent uniquement pour la fragilité, donc c'est pas pareil que la consultation mémoire. Et effectivement, les médecins généralistes maintenant appellent. En plus, elles renvoient le compte-rendu quasiment le jour même par mail. Et donc, il y a une relation qui se passe avec les médecins généralistes. Et du coup, les patients, quand ils sortent de Broca, qu'ils attendent le bus, ils font comme ça. Je vous remercie.